Jeudi 12 décembre 2024, vous êtes bien sûr sur la radio nationale du Mali et pour ne rien manquer de l'actualité du jour, restez avec nous, un journal complet en quelques minutes, c'est parti. Les acteurs de la chaîne pénale sont à l'école pour apprendre les mécanismes de récupération des ressources financières détournées, de nouvelles méthodes qui permettront de systématiser le recouvrement des avoirs criminels et de lutter contre la corruption. On reparlera de bien mal acquis dans la chronique judiciaire Garibou Pérou qui nous ouvre les portes de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI. De 2017 à 2024, l'OCLEI aura contribué à traquer ces personnes qui accumulent des richesses de manière illicite. Le Burkina Faso a fêté ses 64 ans d'indépendance hier, une souveraineté acquise de haute lutte et que les autorités du pays entendent consolider. Dans son discours, le chef de l'État a souhaité que 2025 soit l'année de la victoire finale contre les forces du mal. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Le ministre afghan des réfugiés Khalil Umran Haqqani a été tué hier dans son ministère à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Première attaque à viser un ministre depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. En sport, les yeux sont rivés ce jeudi sur Caire, au siège de la Confédération africaine de football, qui effectuera le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. De son côté, la FIFA a dévoilé hier les pays hôtes pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde. La capsule des sports avec Isaac Chenou en fin d'édition. Le journal Moussa Papa Aïdara. Et c'est moi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous sommes dans la semaine nationale de lutte contre la corruption. Les activités se multiplient pour freiner la ligne de corruption. L'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, en partenariat avec le PNUD, a ouvert donc bien sûr une rencontre de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale au mécanisme de recouvrement des avoirs criminels. Elle vise à outiller les acteurs de la chaîne pénale en matière de recouvrement des avoirs criminels. L'Argasc, agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, est un établissement public à caractère administratif. La structure s'occupe des avoirs saisis ou confisqués dans le cadre des procédures pénales relatives à la délinquance économique et financière. C'est pourquoi l'agence outille les acteurs de la chaîne pénale pour avoir une compréhension commune des mécanismes de recouvrement des avoirs criminels et renforcer la collaboration entre les différents maillons de la chaîne pénale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Oumar Traoré, directeur général de l'Argasc. Les biens issus de cette forme de criminalité qui est la corruption et les infractions assimilées donc sont tantôt investis au Mali et tantôt à l'extérieur. C'est pour cela que nous avons bien voulu associer ces deux thèmes, recouvrement dans ces mécanismes et la coopération judiciaire internationale. Roland Sepi, représentant résident adjoint du PNUD au Mali. Le recouvrement des avoirs criminels va bien au-delà de la récupération des ressources financières détournées. Il incarne une justice réparatrice, rétablit les droits de l'État et des victimes et renforce la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Cet atelier vise à mobiliser les acteurs de la chaîne pénale en faveur du recouvrement des avoirs criminels selon le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Aboubakar Sidiki Diarra. De façon spécifique, il serait question de concrétiser le recouvrement des avoirs, renforcer la collaboration entre les différents acteurs, systématiser le recouvrement également des avoirs et faire en sorte que les investigations et le traitement judiciaire des dossiers soient mieux appréhendés à l'aune des nouvelles méthodologies et méthodes déjà inscrites dans des textes. L'objectif de l'atelier est de favoriser l'intégration systématique des mécanismes de recouvrement dans les enquêtes et les procédures judiciaires tout en tirant parti des outils de coopération internationale.
Après la lutte contre la corruption, on lutte contre l'extrémisme violent. Lancement hier à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay de la deuxième phase du projet alternatif Redevable pour lutter contre l'extrémisme radical, en abrégé parler. C'est une initiative de l'ONG Think Peace soutenue par le PNUD. Ce projet vise à contribuer à la lutte contre la violence, le radicalisme et le terrorisme à travers une approche participative des religieux et des communautés des zones d'intervention du projet. Les explications de Mamadou Fani. Think Peace, en partenariat avec le secrétariat permanent de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, unissent leurs forces pour lutter contre le radicalisme religieux. Après la première phase du projet Prévention alternatif pour lutter contre l'extrémisme radical parleur, la deuxième phase de ce projet a été lancée pour renforcer les capacités des acteurs clés à travers des formations adaptées. Abdou Kola Bokoum, coordinateur national de Think Peace. Le projet Parler s'inscrit dans la recherche de solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent. À travers ces actions qui sont en droite ligne du document de politique nationale de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme et de son plan d'action 2022-2026, et outiller les acteurs et actrices locaux afin de prévenir et de réduire l'expansion de l'extrémisme violent au Mali à travers une nouvelle approche. Il s'agit de fournir à travers ce projet des outils de prévention aux leaders religieux et aux communautés. Zoubeirou Diallo, secrétaire permanent de la politique nationale de prévention contre l'extrémisme violent. Ce projet Parler 2 vient en consolidation des acquis du projet Parler 1 et en même temps de corriger certaines insuffisances peut-être qui peuvent résulter de ces projets afin que les communautés soient mieux sensibilisées et informées sur le phénomène. On ne finit jamais, tant qu'on est agressé, envahi, on ne finit jamais de sensibiliser nos communautés. La deuxième phase de ce projet, financé par le PNUD, cible les jeunes femmes des localités de Nara, Blas, Ségou, Koutiala et Yoroso. AES, actualité. Je vous l'annonçais dans les titres, le Burkina Faso a célébré hier le 64e anniversaire de son indépendance, une souveraineté acquise de haute lutte et que les autorités du pays entendent consolider. À l'occasion, le président du Faso s'est adressé hier soir à ses compatriotes depuis l'hôtel de ville de Barça-Lego dans le centre du Nord. Dans son discours, le chef de l'État a souhaité que 2025 soit l'année de la victoire finale contre les forces du mal, suivant un extrait du discours du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, au micro de nos confrères de la radio du Burkina. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier.
Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. À l'instant, un extrait du discours du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, à l'occasion du 64e anniversaire d'indépendance de son pays. La ministre en charge de l'éducation nationale du Niger a procédé à l'inauguration du collège scientifique de Niamey, suivi de la montée des couleurs. L'idée est de doter le Niger dans un avenir proche des cadres scientifiques en quantité et en qualité pour amorcer le développement du pays. Compte rendu, Mahamadou Garba de la radio du Niger. La ministre en charge de l'éducation nationale était au collège scientifique de Niamey à Soreille sur la route de Dosso pour l'inauguration du dit établissement, suivi de la montée des couleurs dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école. Après donc l'exécution de l'honneur de la patrie, le gouverneur de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, a dans une allocution introductive félicité les élèves admis à ce collège scientifique pour leurs résultats, au grand bonheur du Niger et de son peuple. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a d'abord salué les efforts de l'ensemble des acteurs qui ont permis de voir ce jour. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du CNSP. Il a été suivi de très près par le chef de l'État. Ce projet est conçu pour pallier la disparition progressive des filières scientifiques dans notre pays et pour doter notre pays des talents scientifiques, développer davantage son capital humain. Les temps forts de cette cérémonie ont été le dévoilement de la plaque du collège scientifique de Niamey par la ministre de l'Éducation nationale, accompagnée du gouverneur de Niamey, suivi de la visite des lieux, notamment les salles de cours, les dortoirs des garçons et des filles, l'infirmerie, pour s'assurer que les pensionnaires sont dans des conditions optimales d'études. Rappelons que le collège scientifique de Niamey compte pour cette première année un effectif de 150 élèves, dont 55 filles. Voyons à présent ce qui fait l'actualité sur la scène internationale au Ghana, 2 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle par la commission électorale. La transition se met en marche. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, et le président élu, John Mahama, se sont réunis. Le tête-à-tête entre les deux hommes politiques ghanéens a duré une trentaine de minutes. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, a félicité son successeur pour sa victoire remarquable selon ses mots. Il l'avait déjà appelé lundi pour lui proposer de mettre en place une équipe de transition très rapidement. Le président Addo veut que le transfert d'autorité se fasse de manière fluide. Le Ghana doit continuer de fonctionner comme un État démocratique dans le respect de la volonté du peuple, a-t-il déclaré. Génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a confirmé hier le non-lieu général rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero au Rwanda en 1994. Selon des sources proches du dossier, la chambre d'instruction a rejeté des demandes d'audition supplémentaires, mais la Cour de cassation pourrait être saisie d'un pourvoi des parties civiles. À Madagascar, la journée d'élection municipale et communale, dernier scrutin d'un cycle de 3 ans en un, c'est fini donc dans le calme hier. Dès la fin de l'après-midi à 17h, les bureaux de vote se sont remplis à nouveau des sympathisants, des lecteurs ou des simples curieux venus vivre une ultime fois l'ambiance du comptage de voix, mais sans l'effervescence des précédentes élections. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours. Plusieurs centaines de soldats américains sont déployés en Syrie, tout comme les soldats russes qui bénéficient de 2 bases militaires sur le territoire syrien. Après la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée des nouvelles autorités syriennes, la question se pose de quel sort sera réservé aux bases militaires russes et américaines. Pendant ce temps, Israël a mené des centaines de bombardements sur les sites militaires en Syrie, officiellement pour éviter qu'ils ne servent contre l'État hébreu. C'est totalement contraire au droit international, disent des experts de l'ONU
Également inquiet pour l'impunité dont jouit Israël dans sa guerre à Gaza. Malgré les protestations onusiennes, Israël continue ses bombardements. Et terminons par cette actualité, le ministre afghan des réfugiés Khalil Rahman Akni a été tué hier dans son ministère à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique. Première attaque a visé un ministre depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. Le porte-parole du gouvernement taliban a déploré une attaque lâche menée par le groupe État islamique, saluant un grand combattant tombé en martyr. L'organisation État islamique a par la suite revendiqué l'attentat. Le sport à présent, la Confédération africaine de football, le CAF, effectuera le tirage au sort officiel aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF au Caire. La FIFA aussi a dévoilé en tout cas hier les pays hôtes pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde. Voyons tout cela avec Isaac Chenou. Championnat national professionnel de football, la 4e journée a démarré hier. Au stade Mouadou Konaté, l'ISFA s'est plié devant le Djoliba 2-1. La journée se poursuit demain après-midi. Au stade Salif Keita de Kati, 11 cratères affrontera Afé à partir de 16h. Au même moment, au stade Mouadou Konaté, l'AS Bakaridjan accueillera Binga FC. Les rencontres FC Djara AS Police, US Bougouni Asko et US Bougoba AS Real se joueront samedi. La rencontre Sabra de Bakou étoile du Mandé se jouera à une date ultérieure. En Europe, la Ligue des champions d'Europe a bouclé hier sa 6e journée. Atlético Madrid a battu Slovan Bratislava 3-1. Lille a dominé Sturm Graz par 3-2. Benfica Lisbonne et Pologne ont fait match de 0-0. Borussia Dortmund a été battu à domicile par l'FC Barcelone 3-2. Femoun l'a emporté 4-2 devant Sparta Prague. Juventus Turin a battu Manchester City par 2-0. Le Milan AC a eu raison de l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. Stuttgart a gagné 5-1 devant Young Boys et Arsenal l'a emporté 3-0 devant Monaco. Parlant à présent de la Coupe du Monde, la FIFA a confirmé une nouvelle attendue depuis plusieurs mois, à savoir l'attribution des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de football. 6 pays pour le 2030. Pour la deuxième fois de son histoire après 1982, l'Espagne accueillera le tournoi sur ses terres. Mais cette fois-ci, le champion du monde 2010 sera épaulé dans sa mission. En effet, le pays qui abrite le Santiago Bernabéu, favori pour héberger la finale, s'est partagé le gâteau avec 2 de ses voisins, à savoir le Portugal et le Maroc. Une grande première pour la nation de Cristiano Ronaldo qui va ainsi recevoir sur son sol une première compétition internationale depuis l'Euro 2004, mais aussi pour son partenaire nord-africain, deuxième pays du continent, à avoir ce privilège après l'Afrique du Sud en 2010, qui aura droit à une grande répétition dans un an avec la CAN 2025. Si l'Espagne, qui a obtenu la plus grosse part avec 11 stades dans 9 villes, le Maroc 6 stades dans 6 villes et le Portugal 3 stades dans 2 villes, vont concentrer la majeure partie de l'épreuve. La FIFA a fait une fleur à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay. Ces 3 pays d'Amérique du Sud vont effectivement accueillir 3 matchs d'ouverture pour fêter le centenaire de la compétition, puisque la première a eu lieu chez le dernier cité en 1930. Le compte à rebours est lancé en attendant donc de savoir si le mondial aura lieu en été ou en hiver. Et puis football féminin pour terminer. Le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations féminines se déroulera aujourd'hui à 14h heure du Caire, soit 12h GMT. 12 équipes disputeront donc la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ce qui constitue une étape essentielle vers la promotion et le développement du football féminin en Afrique. La dernière édition de la CAN féminine avait eu lieu au Maroc, où elle a battu tous les records d'affluence et d'audience. Les éliminatoires de la CAN féminine 2026 verront la participation de 38 équipes africaines, dont le Mali. Le pays hôte de la compétition est le Maroc, déjà qualifié pour le tournoi final. La Confédération africaine de football organisera également le tirage officiel des qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA au même lieu. L'Afrique accueillera pour la première fois cette Coupe du monde féminine qui se tiendra au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. On reste avec vous, Isaac Chenou, pour nous parler cette fois-ci de la leçon du sport qui porte sur la défense en handball. La défense qui est cette jolie recette qui mêle intention défensive, système défensif et dispositif de défense. Le handball, tout comme les autres sports collectifs, repose sur une défense solide. La défense est l'une des bases du handball moderne, nous explique Amadou Maïga
entraîneur de handball. Sa première phase tactique commence par la défense. Elle consiste à fermer les espaces afin que l'adversaire ne puisse marquer un but. En handball, le défenseur doit être très courageux, ne pas avoir peur de la balle. Car souvent, il y a des tirs qui viennent, le passeur bouge, il trompe son gardien de but. Le choix d'un système défensif ne relève pas du hasard. Ces différents systèmes de défense sont mis en place en fonction de la morphologie des joueurs de l'équipe adverse ou du schéma tactique qu'ils jouent. Chaque défense repose sur un système et un dispositif, nous dit Amadou Maïga. Quand une équipe a de très bons tireurs, généralement on joue les défenses étagées. La 3-3, la 3-2-1 ou la 4-2. La zone plus 1, ça c'est quand l'équipe adverse a un très bon tireur qui vous fatigue, vous jouez la zone plus 1. C'est-à-dire le tireur est marqué en homme à homme et les autres jouent la zone. Il faut cependant noter qu'au handball, il y a plusieurs systèmes défensifs. Il y a plusieurs types de défense. La 6-0, la 5-1, la 4-2, la 3-2-1, la 3-3 et la zone plus 1. Le dispositif défensif se définit donc par la position de référence des joueurs sur le terrain. Chronique judiciaire. L'État du Mali a rendu opérationnel en 2017 l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Service public, le CLEI est une institution clé dans la prévention et l'investigation du patrimoine mal acquis. Il est chargé de traquer les individus et les groupes qui accumulent des richesses de manière illicite en violation des normes économiques et légales. Environ 200 dossiers d'investigation ont été ouverts, dont 29 ont été transférés à la justice. Quel est le processus d'investigation adopté par le CLEI pour juger de la pertinence d'un dossier d'enrichissement illicite? Voyons tout cela à la découverte de l'ECLEI avec Garibou Pérou. Dans le viseur de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, on voit les agents publics. Ils sont identifiables par leur train de vie sans rapport avec leurs revenus légitimes, ce qui amène l'ECLEI à prendre les mesures au plan national, sous-régional, régional et international. Dr Moumouni Guindo, président de l'ECLEI. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est un service public que l'État du Mali a créé en 2014 et en 2015 pour lutter contre la corruption sous l'angle de l'enrichissement illicite, en mettant un accent particulier sur l'acquisition des biens par les agents publics. La confusion faite entre l'Office, le Bureau du vérificateur général et d'autres services de contrôle et de répression est courante. Pourtant, ils sont bien différents. Le CLEI n'est pas au sens strict un service de contrôle, mais plutôt une structure de lutte contre la corruption sous l'angle de l'enrichissement illicite. Les structures de contrôle examinent l'ensemble de l'entité qui est contrôlée, alors que le CLEI ne visera pas la structure dans sa globalité, ni les opérations de la structure, mais le comportement individuel d'un agent, sa relation par rapport à l'acquisition de biens. Pour juger de la pertinence d'un dossier d'enrichissement illicite, le CLEI adopte un long processus d'investigation. Le processus commence au niveau de l'unité des plaintes et des dénonciations. Cette unité tient un numéro vert 80 00 22 22 sur lequel les citoyens sont autorisés à déposer les dénonciations. Nous avons une longue procédure d'investigation qui peut s'étaler sur 2 mois à 6 mois, voire au-delà, et qui respecte des principes cardinaux comme le respect des droits des personnes sous enquête, notamment les droits à la défense, le principe du respect du contradictoire, le principe de la légalité des éléments de preuve et le principe de la traçabilité. De son opérationnalisation en 2017 à aujourd'hui, le CLEI a transféré de nombreux dossiers à la justice et les personnes qui sont mises en cause ont les profils divers. Nous avons lancé environ 200 dossiers d'investigation. Sur les 200 dossiers, nous avons transmis à la justice 29 dossiers. Les 29 dossiers représentent environ 26 milliards de francs CFA. Il y a plusieurs types d'enrichissement illicite. L'un comme dans l'autre, on constate que c'est la corruption qui alimente la pratique. Selon la loi de 2014, le premier type d'enrichissement illicite est constitué par l'augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public dont la valeur ou le coût d'acquisition dépasse les revenus légitimes qu'il a obtenus. Deuxième type, c'est un train de vie mené par un agent public sans rapport avec ses revenus légitimes. Les corrompus et les corrupteurs sont soumis à la même sanction pénale. Leur sort est donc
liés. Le sort étant lié, la pratique a révélé que les intéressés sont dans une certaine forme d'omerta. Pour faire acte de transparence, certains agents publics sont assujettis à la déclaration des biens. Selon la loi malienne, tous les magistrats, par exemple, sont assujettis, tous les préfets, sous-préfets sont assujettis, tous les ministres sont assujettis, tous les chefs d'institution sont assujettis, tous les directeurs nationaux ou généraux sont assujettis, tous les chefs d'état-major sont assujettis et services assimilés, tous les comptables publics, tous les régisseurs ainsi que tous les agents qui sont responsables de la passation des marchés publics ou qui sont responsables de la gestion des services financiers, d'assiettes ou de recouvrement. Bien sûr, les autorités administratives indépendantes comme l'OCLEI sont également assujetties. Le combat contre l'enrichissement illicite est engagé. Il s'agit de rejeter spontanément la corruption qui est le mal du siècle. Chacun doit être vigilant et rejeter la corruption. Lorsque les citoyens rejettent la corruption, les corrompus et les corrupteurs auront peu d'opportunités de se livrer à la corruption. Traquer les délinquants et de rendre des comptes aux citoyens est possible. Les différents rapports de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une machine de guerre contre la corruption et les pratiques assimilées. 25 minutes au-delà de 7 heures qui prend fin donc cette édition. Dans ce studio, c'était Moussa Papa Aïdara. Derrière la baie vitrée, la mise en onde a été bien assurée par Alou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly et Badji Touré. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, qui fait d'ailleurs office de Monsieur Trésor de la semaine. Vous le retrouverez pour la deuxième édition. Tout de suite, la météo. Ensuite, Fouseni Darastra là pour vos avis et communiqués. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. Magnifique journée à tous sur l'ORTM.